Toujours prêt, comme diraient les Boy Scouts. Eh bien, écoutez, excellent. Alors, Monsieur Pijard, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un entretien sur la gastronomie au temps du consulat et de l'Empire. Là aussi, une question un peu préalable. Il faut se rappeler qu'avant la Révolution, les chefs cuisiniers travaillaient pour les nobles, les princes, les maisons aristocratiques, et qu'avec la Révolution, beaucoup ayant émigré ou ayant péri par la guillotine, tous ces chefs devaient bien trouver un moyen de vivre. Et ce qu'ils savaient faire de mieux, c'était nourrir ceux qui s'y prenaient de la mauvaise manière. Est-ce qu'on peut dire que la gastronomie doit son émergence à la Révolution française? Alors déjà, la table, depuis que l'homme est homme, ça fait partie des besoins physiques. Manger, c'est obligatoire. Maintenant, la façon dont on mange, les produits que l'on mange, varient selon les climats, les moyens, la fatigue, tout un ensemble de choses. On va manger et boire de manière différente. La Révolution française, bien sûr, va bousculer tout un ensemble d'habitudes et, comme vous venez de le souligner, une partie de la population quitte le pays pour des raisons X ou Y. Il faut donc, pour ces grands chefs cuisiniers, ou même des chefs plus modestes, retrouver un emploi et beaucoup d'entre eux se lancent dans la grande cuisine parce que la France est un pays qui a la chance d'avoir, on peut dire, on est à égale distance du pôle et de l'équateur. Au point de vue climatique, on a à peu près tous les fruits, tous les légumes, on a tous les fromages, on a tous les vins. Et puis, comme on n'est pas que sot, eh bien, en utilisant tout cela, on arrive à faire de la cuisine de qualité. Et puis, il va y avoir tout un ensemble de gens qui sont des gastronomes, qui aiment la bonne chair, qui aiment la bonne table, qui vont, à l'époque de la Révolution, se rassembler, se retrouver en petit nombre, une dizaine d'entre eux qu'on appelle le jury dégustateur, et puis qui se réunissent pour goûter des plats, pour goûter des vins, etc., et qui laissent des notes, des écrits, des appréciations sur les restaurants, sur les plats, sur les vins. On peut dire que le jury dégustateur, avec ses écrits, c'est l'ancêtre du guide Michelin. Et naturellement, en fonction des appréciations de ce jury dégustateur, eh bien, les chefs, disons, vont continuer à faire des efforts ou pas, etc. Mais en tout état de cause, la gastronomie va se développer parce qu'il y a des gens qui sont sensibilisés par l'art de la gastronomie, le goût, le visuel. Il y en a d'autres qui sont sensibilisés par la réalisation, les chefs cuisiniers. Et puis également, on va penser aux lieux dans lesquels on vient manger, les restaurants, le couvert, le linge, etc. et tout ce qui va avec. Donc tout cela, c'est un ensemble, mais c'est à cette époque-là que l'on utilise pour la première fois le mot gastronomie dans notre pays. Et ça va faire école parce que gastronomie, c'est un mot qui va être répandu dans le monde, mais une fois de plus, c'est la France qui a porté en premier le flambeau. Ah, on le sait tous, Napoléon Bonaparte ne fut pas un grand amateur de gastronomie, parce qu'on dit qu'il mangeait très vite, etc. Pourtant, il n'en mesurait pas moins l'importance de la table dans la pratique quotidienne de la politique et de la diplomatie. Pourriez-vous nous donner plusieurs exemples, s'il vous plaît? Oui, alors, il est bien. Napoléon, tout d'abord, je ne sais pas si on parle de Napoléon à table tout de suite, si vous le souhaitez. Napoléon, lui, avait une doctrine très simple. J'ai toujours besoin d'un poulet rôti, un cheval sellé, une femme douce et soumise. Voilà les trois vœux qui sont résumés. Il est bien évident que Napoléon n'est pas un gastronome. Il mange parce qu'il a besoin de manger comme tout le monde pour se nourrir, mais ce n'est pas quelqu'un qui est un grand gastronome. Il a des plats préférés,
entre autres le poulet rôti, les lasagnes, les pâtes, le rouget grondin de la Méditerranée. Bon, ça fait partie de ces choses qu'il aime beaucoup. Inversement, il y a des produits qu'il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout les haricots verts, parce qu'à l'époque, il y a des fils dedans qui font penser à des cheveux. Il n'aime pas les haricots verts. Il n'aime pas la viande saignante. Il n'aime pas le goût de l'ail. Bon, voilà, ça, c'est une chose. Quant à la boisson, il fait, je dis bien, et ça c'est important, comme tous les Français de l'époque, il met de l'eau dans le vin. Alors, quand on dit que Napoléon mettait de l'eau dans le chambertin, aujourd'hui, c'est un scandale. Mais il faut bien se mettre dans la tête qu'à l'époque, c'était 30 millions d'individus, du moins ceux qui buvaient du vin, qui mettaient de l'eau avec. Depuis l'Antiquité romaine, on mettait de l'eau dans le vin. On coupait le vin avec de l'eau. Et il y avait des vins d'ailleurs qui étaient très, très faibles en degrés. Il y avait des vins à 2, 3 degrés d'alcool. Bon, alors Napoléon, lui, buvait du chambertin. Ça faisait partie de ses vins préférés. Mais ce n'est pas. Il buvait également du Bordeaux. Quand il était à Sainte-Hélène, il avait du Bordeaux dans sa cave, etc. Donc, ça, c'est autre chose. Il mangeait très vite, dans n'importe quel ordre, entre 10 et 20 minutes, et dès que c'était fini, il se levait. Alors, naturellement, c'était ennuyeux, parce qu'au niveau du protocole, tout le monde était obligé de se lever. Napoléon avait déjà fini ce qu'il avait dans son assiette, que celui qui était au bout de la table n'avait pas encore été servi. Donc, Napoléon se levait, mais l'impératrice, elle, se rasseyait, tout le monde pouvait s'asseoir, et on continuait le service, et les gens mangeaient. Alors, et dans la pratique du pouvoir, alors, parce qu'on sait qu'il demandait à certains de ses ministres, Cambacérès, Oui, Talleyrand, oui, oui. de donner. Notamment, donc, il y avait deux tables, enfin, il y avait trois tables à Paris qui avaient une forte réputation, surtout deux, qui étaient la table de Cambacérès, la table de Talleyrand et la table de Murat également. Donc, il faut ne pas perdre de vue que c'est encore aujourd'hui la même chose. Quand vous allez à Paris dans certains restaurants, je ne veux pas les nommer, mais vous avez des réunions de travail, des réunions d'affaires, soit en politique, soit en matière financière, qui se font autour d'une table en appréciant, etc., parce que ça détend l'ambiance et on ne parle pas pareil autour d'une table que dans un salon un peu guindé. Donc, Talleyrand, à titre indicatif, recevait des subsides pour réunir 3 fois par semaine des dîners de 40 couverts. Alors, c'était des ambassadeurs ou le monde diplomatique, c'était le monde militaire, c'était le monde artistique, c'était le monde politique. Et tous ces gens-là se retrouvaient chez le prince de Bénévent et naturellement, on mangeait, on festoyait d'une manière assez exceptionnelle. Mais Talleyrand avait des subsides très importants parce que ça faisait partie de la politique. C'était une forme de politique. On ne pouvait pas communiquer à l'époque comme aujourd'hui, comme on le fait nous maintenant avec les téléspectateurs. On n'avait pas de moyens. On se retrouvait dans une salle à manger, dans une pièce, on mangeait et on communiquait comme ça. Donc c'était très important. Pardon d'insister, mais en quoi le fait de recevoir 2, 3, 4 ambassadeurs ou même 10 à sa table, ça a une influence ou ça compte dans le jeu politique d'alors? Sur la politique. Parce que théoriquement, Talleyrand devait jouer le jeu de l'empereur. Politiquement parlant, nous voulons faire ceci, nous voulons tel type d'alliance avec ceux-ci. Et autour d'une table, on discutait du projet, des avantages, des inconvénients, des conséquences. Donc, c'était une forme de politique, mais qui se mettait à table. Très souvent, quand on voit les plats de l'époque, on voit qu'il y avait beaucoup de plats sur les cartes. Au cours de ces dîners, est-ce qu'ils mangeaient vraiment les 20, 30, parfois 40 plats? Enfin, comment ça se passait concrètement à table? Alors, il y avait à l'époque ce qu'on appelait le service à la française. Le service à la française qui remonte au grand siècle, Louis XIV, à qui on présentait 30, 40, 50 plats à la suite. Il est bien évident que le roi, ou même plus tard, un peu plus tard, à l'époque qui nous intéresse, on ne mangeait pas de tout. Ou on allait prendre un tout petit peu, ou on n'en prenait pas, on glissait pour le plat suivant. Mais ça faisait partie de la règle du jeu. C'était le service à la française. Très long,
très lourd, très cher. Parce que c'était pareil pour les vins également. C'est pareil pour les vins. Et puis, si le temps m'était imparti, je lirais un menu qui a été servi une fois chez Cambacérès. Vous seriez complètement affolé du menu. Je ne sais pas si je peux le faire. Allez-y, allez-y, pas de problème. Vous aviez déjà un premier service avec 4 plats. Ensuite, 4 relevés de potage. C'était un brochet à la chambord, une dinde de truffe, un turbot, une culotte de bœuf au vin de Madère. Ensuite, il y avait 12 entrées. 12 entrées. Filet mignon, perdreau, filet de mauviette, escalope à la poularde, vol au vent financière, aileron de chapon, etc., etc. 4 grosses pièces, truite, foie gras, écrevisse, jambon glacé. 5 plats d'euros, entendez par là des pièces rôties, faisan, éperlan, bécassine, solde, gigot d'agneau. 8 entremets. Les entremets sont les plats que l'on mange entre les plats principaux, entre les mets. Une jatte de blanc à manger, du mironton, des asperges, des truffes, une jatte de gelée d'orange, un soufflé à la vanille, etc., etc. Des fromages, alors on vous en amène autant que vous en voulez. Et puis, 7 desserts, brioche, assiette de fruits, compote de poire grillée, fraises au champagne, biscuits à la vanille, œufs à la neige, glace au caramel. Et puis, alors, naturellement, des vins, alors, du Mâcon, du Sauternes, du Bordeaux, du Chablis, du Bourgogne, du Clos Vougeot, du vin de Chypre, du Malaga, du Muscat de Lunel, de Rivesaltes et du Champagne, que l'on appelait le vin d'Aille à l'époque. Et puis, bien sûr, moka et liqueur avec le café. Vous voyez que il fallait avoir un solide estomac pour manger tout cela. Mais les gens ne mangeaient pas tout cela. Et il y a eu une nouveauté en 1810. L'ambassadeur de Russie, Romanov, a donc décidé de faire un service beaucoup plus condensé, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. C'était, on vous apportait alors 1, 2 ou 3 assiettes, les unes derrière les autres, mais vous aviez votre portion qui était dedans. Vous n'aviez pas à vous servir. Votre portion était dedans. Et c'est ce qu'on appelle le service à la russe. Et c'est ce que l'on fait encore aujourd'hui. Vous allez au restaurant, entrée, on va dire poisson, viande blanche, gibier, viande rouge, si vous voulez. Vous aurez 5 plats principaux. Eh bien, on vous amènera 5 assiettes avec votre portion dedans. Ça, c'est le service à la française. Le service, pardon, à la russe, et qui va perdurer et que l'on utilise, on peut dire, aujourd'hui dans quasiment tous les pays du monde. Mais alors, 2 questions. Alors, vous en avez parlé un peu rapidement, mais j'aimerais, si possible, avoir des chiffres. Alors, vous avez parlé du fait que Talleyrand recevait des subsides pour réaliser ce travail diplomatique de la table. Là, vous nous avez décrit un menu, donc effectivement, c'est gargantuesque, mais en termes d'ordre de valeur, d'ordre de grandeur, une soirée comme celle-ci, en termes de francs, enfin, ou d'euros, combien ça coûte en francs constants? Honnêtement, je n'ai pas fait l'évaluation, hein. Mais je vais vous donner simplement un chiffre qui va vous faire réagir. Les revenus de Talleyrand correspondaient à peu près au 10e du budget de la nation. Mais alors, par an, on est d'accord, pas par mois. Par an. Vous imaginez? Oui. Imaginez aujourd'hui un ministre qui aurait le 10e du budget de la nation française. Il pourrait recevoir bien, Oui. et souvent. Oui. Et aussi, j'ai une autre question là. Quand on voit là, cette liste de plats qui sont présentés aux convives de Monseigneur Talleyrand de Périgord, il devait y avoir beaucoup de gâchis. Enfin, comment ça se passait une fois le… Alors, vous savez qu'il y avait une vieille tradition à Versailles, par exemple. Quand le roi avait mangé, eh bien, tous les restes étaient vendus ensuite aux nobles qui étaient présents. Donc les nobles, parce que naturellement, les nobles assistaient au repas du roi, mais ne mangeaient pas avec lui. Et les nobles pouvaient acheter ensuite. Et on vendait même, après, ce qui n'était pas pris par les nobles, on vendait même le reste vers les grilles de Versailles. Donc ça n'était pas perdu complètement. Ça permettait aux gens de manger des plats intéressants et puis ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses du bon roi Louis. Eh bien, vous aviez
à peu près à cette époque-là, la même chose, les plats étaient revendus à du personnel, à du petit personnel, à des gens de l'entourage de Talleyrand, etc. Mais c'était pas jeté. J'ai une autre question. Alors, je vous l'avais posée par rapport à l'armée, mais là, je vous la pose par rapport à la cuisine. Quand on voit des films sur la Révolution, ou plus précisément sur le consulat et l'Empire, ou quand on voit des documentaires ou des docufictions, dans les cuisines, on voit toujours, dans des grandes cuisines, on voit toujours un chef affairé avec différents commis, donnant les ordres, etc. Est-ce que ça se passe, enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter comment, dans les cuisines, par exemple, de Talleyrand avec Carême, comment Donc, ça se passait? vous aviez le chef de cuisine. Alors, chez Talleyrand, il y en a eu un qui était célèbre, qui s'appelait Carême. Carême. Et puis ensuite, vous aviez des gens qui étaient spécialisés dans les sauces, les sauciers. Vous aviez les marmitons. Vous aviez les rôtisseurs. Parce qu'un rôtisseur n'est pas un cuisinier, rôtir une volaille. On arrivait à cette époque-là à faire des perdrix ou des volailles qui étaient euh, cuites normalement d'un côté et grillées de l'autre, rôties d'un côté, grillées de l'autre. Il y a un petit peu, il fallait quand même déjà avoir une certaine compétence. Et puis, naturellement, toutes les petites mains qui faisaient les épluchures, qui étaient chargées du bois dans les cuisinières, parce que naturellement, il fallait toujours avoir des températures constantes pour les plats. Vous aviez également les pâtissiers, vous aviez les gens qui s'occupaient des fromages, des vins, donc vous aviez toute une cohorte, toute une cohorte de métiers qui étaient là dans les cuisines et qui travaillaient sous la baguette du chef. Vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, c'est les restaurants dans Paris. Pour la consulation de l'Empire, on estime à peu près, alors je parle sous votre contrôle, qu'il y avait 3 à 4 000 restaurants estaminés dans Paris. Ma question est la suivante. Est-ce que déjà à l'époque, il y a, avec ce fameux jury dégustateur et les premières critiques littéraires, est-ce qu'à l'époque, il y avait des rivalités entre différents restaurateurs ou pas? Il y a une hiérarchie parce que naturellement, tout le monde regarde ce qui va être écrit dans le jury dégustateur, etc. Et puis, vous avez le café de Chartres, qui est un des plus célèbres, qui s'appelle encore aujourd'hui le Grand Véfour et qui existe encore à Paris. Hein, au Palais Royal, avec un décor de l'époque, une cuisine très très grande qualité. Donc, vous aviez tout un ensemble de restaurants de cette nature, on dirait l'équivalent des 3 étoiles aujourd'hui. Et puis après, bien sûr, vous aviez des restaurants qui étaient plus simples, jusqu'aux estaminets où on y mangeait des choses très simples, mais il y avait toute une liste de restaurants avec des grands chefs qui officiaient ici. On parle souvent des mouches dans l'Empire, vous savez, ces fameux espions de la police de Fouché. Ma question est la suivante. Est-ce qu'à l'époque, les restaurants, alors gastronomiques ou non, est-ce que c'était des lieux de sociabilité? Est-ce que c'était des lieux politiques par excellence? Ou au contraire, on venait juste déjeuner, dîner et... Je dirais que c'est exactement comme aujourd'hui. Si vous allez dans les restaurants étoilés parisiens, ben vous allez y rencontrer une élite financière, économique, politique, culturelle, etc. Si vous allez au bas de l'échelle, ben vous allez retrouver des gens d'un corps de métier qui vont se retrouver entre eux, ou des gens qui travaillent entre eux habituellement, etc. C'est exactement pareil. C'est révélateur. Les gens se retrouvent entre eux en fonction de leurs moyens financiers dans certains établissements. Ça n'a pas changé. Lorsqu'on avait discuté de la préparation de cet entretien au téléphone, vous m'avez parlé de l'expression dresser la table et des salles à manger. Est-ce que vous pourriez en dire 2 mots maintenant, s'il vous plaît? Alors, dresser la table, c'est une expression qui vient du XVIIe siècle, parce qu'à Versailles, il n'y a pas de pièce que l'on qualifie aujourd'hui de salle à manger. Ça n'existe pas. En fonction de l'humeur du roi, en fonction de la saison, en fonction de la chaleur ou de la fraîcheur des pièces, eh bien, la table sera dressée dans
telle et telle pièce. Autrement dit, tréteau, planche, enfin, je schématise, hein, tréteau, planche, et puis bien sûr, les nappes qui vont dessus, et on dresse la table à l'endroit qui a été choisi par le roi, ou qui a donné la commission, le roi veut manger à tel endroit. Donc le roi, lui, en règle générale, mange avec la reine, et puis il y a son fils, monsieur ou madame, etc. Et puis les nobles, eh ma foi, sont autorisés à regarder le roi manger. Ça fait partie des privilèges. Et puis vous avez tout un ensemble de gens, le grand bouteiller, celui qui sert du vin, etc., etc. Bon, tout un ensemble de personnel. Et avec le temps, donc sous l'Empire, va apparaître, sous l'influence britannique, disons-le, le concept d'une pièce dans laquelle on se retrouve pour manger avec une table qui est toujours en place, avec des rallonges plus ou moins, avec les chaises, avec un buffet sur lequel on peut même présenter de la vaisselle, etc. C'est assez classique à l'époque, et c'est donc le concept de la salle à manger qui vient de naître. À côté, pour ceux qui ont les moyens, il y a bien sûr le salon, et l'on passe après au salon pour boire le café, même pour fumer, boire un digestif, une liqueur, comme on disait alors, etc. Mais c'est un nouveau concept qui apparaît. Pendant 15 ans, la renommée de Napoléon de l'Empire, enfin du consulat et de l'Empire, elle s'est faite beaucoup par les victoires militaires. On parlait déjà à l'époque du rayonnement de la culture française. Monsieur Pijard, est-ce qu'on peut dire la même chose de la gastronomie? C'est-à-dire que, est-ce qu'entre 1800 et 1815, la gastronomie française, est-ce qu'elle s'exportait dans les pays récemment conquis dans l'Empire? Et est-ce qu'elle était déjà considérée comme une référence, comme la gastronomie française peut l'être aujourd'hui? Oui, et quand on parlait tout à l'heure des repas chez Talleyrand, dans lesquels il y avait des ambassadeurs de tous les pays, ces gens-là, quand ils rentraient chez eux, ils exportaient également les idées, les recettes, les vins, les produits, etc. Donc la France avait la chance d'avoir des produits que l'on ne trouve pas en Pologne, en Allemagne ou en Russie. Je dirais, on ne trouvera pas facilement des asperges, des citrons, des choses comme ça. Donc en France, on avait la chance d'avoir tout ça. On avait la chance d'avoir les vignobles, d'avoir les fromages. Donc tout cela, en plus de ça, il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, dans toutes les cours européennes, on ne parle qu'une langue, le français. C'est la langue qui est parlée à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Vienne, à Berlin, partout en Europe. Les gens qui ont un certain niveau social et culturel parlent le français. L'impératrice de Russie, Catherine, parlait français et parlait russe à ses chevaux. Mais elle parlait le français. Et dans toutes les cours d'Europe, c'était pareil. Donc, c'était une forme de carte de visite. Et puis, il faut dire également qu'il y a une grande dame du siècle de Louis XV, qui fut sa maîtresse, la marquise de Pompadour, qui est la créatrice de la manufacture de Sèvres. Donc, bien manger, c'est bien, mais quand vous mangez bien dans une assiette et disons, avec des couverts de vermeil, etc., avec des assiettes de porcelaine fleuries, eh bien, c'est encore mieux. Et ça, la France également va exporter son savoir-faire à la fois de ce qu'il y a dans l'assiette, mais également ce qui retient le total. Oui, donc c'est assez important. Aujourd'hui, en France, il y a une diversité assez importante, aussi bien en termes de fromage que même de plats régionaux ou provinciaux. Est-ce que c'était déjà le cas au temps du Consulat et de l'Empire, cette fameuse diversité, cette exception française? Est-ce qu'elle était déjà là pour la gastronomie? Les fromages dont le général de Gaulle disait qu'il y en avait à peu près autant que de jours dans l'année, ce qui n'est pas faux du tout. La France est un pays de fromage. Je dirais même que au niveau des variétés, c'est le pays d'Europe qui a, et même le pays du monde, qui a le plus de fromages différents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres fromages ailleurs. Vous prenez par exemple les Pays-Bas, il y a un fromage qui est, disons, assaisonné ou épicé de différentes façons. Mais la base, c'est toujours le même. Alors qu'en France, ce sont vraiment des fromages complètement différents.
petite remarque, savez-vous que quand on vous présente un plateau de fromage, s'il y en a 5, 6, 7, 8 ou 10, vous ne devez pas en prendre plus de 4. C'est la règle du savoir-vivre. Et donc, pour que cette règle du savoir-vivre tienne la route, normalement, si vous invitez quelqu'un, vous devez mettre au minimum 5 fromages sur votre plateau. Mais malheur à celui qui goûtera les 5. C'est un fripso, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Donc, vous ne devez pas en prendre plus de 4. Et en plus, naturellement, comme il se doit, un fromage doit être dégusté à température ambiante. C'est-à-dire que dès le matin, on sort le fromage du réfrigérateur ou de la cave, on le met à température et on l'amène à température à table, et non pas tout froid. Et, C'est un cri. et alors, à l'époque aussi, ils prenaient du vin avec le fromage ou pas du tout? Ah ben, le vin, on en buvait dans tout le repas. Hein. On buvait du vin dans tout le repas, mais comme je vous l'ai dit, c'était des vins. C'est à partir de l'époque napoléonienne que l'on va commencer, grâce à la chaptalisation des vins, c'est-à-dire les viticulteurs vont ajouter du sucre dans le vin, faire monter le degré d'alcool, et là où on va commencer d'apprécier les vins purs et où on va ne plus mettre d'eau dans le vin. C'est une tradition qui perdurera dans le temps. Moi, quand j'étais gamin, à l'école maternelle, on nous donnait à midi, au repas, de l'eau rougie. C'est-à-dire, il y avait peut-être 1 centimètre de vin au fond du verre avec de l'eau. Ce n'est pas pour autant que ça fait une génération d'alcooliques, de barbares ou de je ne sais pas trop quoi. Je suis obligé de vous poser la question, on va sortir un peu de l'histoire pour parler un peu de la légende et du mythe. On évoque souvent le poulet Marengo que Napoléon aurait mangé le jour de la bataille. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette légende, sur ce mythe, s'il vous plaît? Alors, ce n'est pas un mythe, c'est pas qu'il aurait mangé, c'est qu'il a mangé. Nous sommes le 14 juin 1800. La victoire est belle, malheureusement, elle est endeuillée par la mort du général Dessay. Napoléon, enfin Bonaparte, a son quartier général dans la ferme de Torre Garofoli, sur le champ de bataille de Marengo, mais malheureusement, les équipages du premier consul sont ou en retard, ou, certains disent, auraient été pris par les Autrichiens. Bon, enfin, peu importe. En tout état de cause, on se retrouve avec pas de matériel, ni les séries de casseroles, ni les produits. Heureusement, à Castelceriolo et à Torre Garofoli, il y a une ferme dans laquelle il va y avoir le quartier général de Napoléon d'installer, et il a quand même avec lui son cuisinier Dunant, qui était d'ailleurs d'origine suisse. Le cuisinier Dunant, eh bien, va aviser ce qu'il y a de disponible, et dans la cour de la ferme, comme c'est le cas souvent, il y a des poulets qui se promènent. Alors, on va prendre quelques poulets, je dis bien des poulets, mais pas des veaux, si vous voyez ce que je veux dire. Pas des veaux. Donc, des poulets, il y a des tomates, il y a des champignons, il y a des olives, il y a du thym, il y a du romarin, il y a tous les petits aromates que vous voulez, et il y a même devant la ferme un petit rue qui passe dans lequel clapotent quelques écrevisses. On récupère le tout et Dunant va faire un plat en aromatisant en fricassé de volaille. Il va prendre également du pain qu'il va faire griller. Alors, il ne va pas mettre d'ail parce que Bonaparte est horreur de l'ail, mais de l'huile d'olive. Donc, il va faire des croûtons des croûtons paillés, mais à l'huile d'olive. Et il va faire sa préparation avec ses olives, avec ses tomates, avec ce thym, les champignons, etc. Et il va même mettre des écrevisses dedans. Voilà. Et donc, il va faire ce qu'on appelle un poulet qui sera qualifié de poulet Marengo. Après, avec le temps, Dunant va le faire, le changer et mettre également du veau, mais pas à Marengo. Ça sera plus tard sous l'Empire, parce que bon, le veau, il y a des morceaux qui sont plus gros, c'est des fois plus facile à servir, à préparer, etc. Donc, le poulet Marengo, ça c'est l'origine. Plus tard, on fera le veau Marengo. Mais c'est une réalité, ce n'est pas une légende.
Bon, eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Bien écoutez, non. D'abord, il est plus l'heure de passer à table. C'est bien dommage parce qu'on a les papilles salivaires qui commencent à s'affoler. Mais je crois que on n'aurait pas mangé à la française à l'époque parce que ça faisait vraiment, vraiment quelque chose de très important. Et puis, il y a une anecdote une anecdote concernant la table. Vous connaissez tous l'anecdote payée en monnaie de singe. Vous en avez entendu parler. Bon, Bien sûr. eh bien, à cette époque, et encore maintenant, si vous invitez quelqu'un à manger, en règle générale, la personne que vous avez invitée va vous renvoyer l'ascenseur, comme l'on dit. Elle va vous réinviter. Mais aujourd'hui, nous avons des tas de sujets de discussion, nous avons des journaux, nous avons Internet, enfin bon, bref, tout l'arsenal. À cette époque-là, qu'est-ce qu'il y a? En dehors d'une ou deux feuilles de chou qui sont pliées en deux et qui sont les gazettes locales, il y a quasiment rien du tout. Donc, ceux qui ont de l'argent s'arrangent toujours pour inviter quelqu'un qui a beaucoup de conversations, beaucoup de mimiques, etc., etc., qui va faire une sorte d'attraction à table. Et cette attraction à table, eh bien, ce monsieur va être invité pour faire le spectacle et tenir la conversation. D'où l'expression payer en monnaie de singe, parce que ce monsieur, lui, ne rendra pas l'invitation, mais il aura rendu l'invitation en faisant une animation. Eh bien, Vous écoutez, voyez? Et excellente. je finirai par une autre. Si vous rentrez chez vous en chaise à porteur, vous avez donc votre chaise à porteur qui est devant la maison ou dans la cour de l'hôtel particulier, je ne sais pas trop quoi. Mais par définition, quand vous vous déplacez, vous avez besoin de deux porteurs obligatoirement. Donc ces deux porteurs se promènent dans tout Paris pour trouver des clients et ils ont chacun un bâton qu'on va mettre dans la chaise à porteur pour transporter. Et comme ils se promènent dans tout Paris pour trouver des clients, on dit qu'ils mènent une vie de bâton, de chaise. Ben, écoutez, Voilà. merci beaucoup pour ces deux anecdotes et j'oublie pas que si un jour j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous recevoir à la maison pour dîner, je n'oublie pas la leçon de vous présenter des fromages que j'aurai sortis dès le matin et surtout minimum 5 pour que vous puissiez en choisir jusque 4. Tout à fait. En plaçant les couverts à la française et non pas à l'anglaise ou à l'international, Eh à bien, la écoutez, française. très bien. Merci, Merci. merci Monsieur Pijard. Au revoir. Au revoir, monsieur.